Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être venus ce soir dans ce très bel auditorium de l'Empreinte. On apprécie à chaque fois. C'est que tous les mois, lors de ces rendez-vous de l'Empreinte, j'ai un véritable satisfecit de pouvoir vivre ces moments dans un endroit neuf, beau, et qui est, on en parlera un petit peu plus tard, bien évidemment, pour vous, chers clients aussi, à votre disposition à la location, si vous le souhaitez. Alors ce soir, on était sur un thème un peu en rupture par rapport au précédent rendez-vous de l'Empreinte, un thème véritablement différent des autres sujets abordés. On n'est pas dans la défiscalisation, on n'est pas dans l'immobilier, on n'est pas sur les marchés financiers. Ce soir, nous allons parler de philanthropie et de mécénat, qui sont, pour nous, Crédit Agricole Picardie, des véritables sujets porteurs de valeurs. Il est vrai que ce sujet nous a, avec le comité de création des événements des rendez-vous de l'Empreinte, pas mal interpellés, parce qu'on a remarqué, avec un petit feedback de quelques années maintenant, on peut le dire, et depuis cette crise sanitaire que nous avons tous vécue, remarqué que la crise Covid-19 a exacerbé quand même pas mal de fragilités dans notre société. Elle a aussi révélé de nouvelles fragilités, malheureusement, des fragilités sur l'éducation, vous savez tous, hein, peut-être été chacun d'entre nous concerné avec des enfants cloîtrés au domicile et les difficultés pour l'éducation. Pour les familles les plus aisées, c'était peut-être plus simple et pratique, puisque les parents pouvaient dispenser des cours en direct avec le numérique qui allait bien et les écoles qui dispensaient cela. Pour les familles les moins aisées et les plus en difficulté sociale, ce n'était pas forcément le cas. Et on a entendu ça et là aussi des difficultés pour suivre l'école, raison pour laquelle d'ailleurs l'école a été réouverte assez rapidement et n'a pas été refermée depuis. En tous les cas, tout avait été fait pour que l'école puisse rester ouverte. C'est l'isolement aussi des personnes âgées, sujet qui a été mis en exergue également dans cette crise, qui existait déjà, mais qui a été mis d'autant plus en exergue dans cette crise. C'est le sujet de la précarisation des jeunes étudiants qui restaient dans leurs quelques mètres carrés cloîtrés quand ils étaient loin de leur domicile pendant plusieurs semaines. C'est aussi l'accès à la santé, principalement, qui a été mis en exergue pour tous. Mais en même temps, cette crise a permis aussi de permettre de prendre conscience que les associations, les fondations avaient un rôle déterminant à jouer et pouvaient agir en fait, assez largement, notamment, on l'a remarqué, avec une vague de solidarité incroyable, extraordinaire. Alors on l'a vécu pour la crise Covid-19, et je pourrais vous prendre aussi l'exemple de l'incendie de Notre-Dame, qui a permis à de nombreux donateurs de verser pour ce monument particulièrement historique du patrimoine français. Et puis, myriade d'initiatives aussi qui ont découlé tout cela, des initiatives d'intérêt général, des actes de solidarité, principalement sur le territoire. Nous avons pu les remarquer régulièrement, nous, Crédit Agricole Picardie, au sein de nos territoires. Et le secteur de la philanthropie a particulièrement montré sa capacité à se mobiliser sur ces sujets, en s'interrogeant, en se remettant en question, mais également en trouvant de nouvelles solutions. Ce soir, j'ai le plaisir de vous accueillir et d'être l'hôte de la soirée. Je suis Benjamin Grebet, je suis directeur de la banque privée de la Somme et de l'Oise. Et j'ai ce soir également le plaisir, elle va arriver sur scène, c'est formidable, le sens du timing. J'ai le plaisir d'accueillir Anne Delobel, qui est la responsable régionale de philanthropie pour une très belle fondation qui s'appelle les Apprentis d'Auteuil, que nous accompagnons et que nous aurons plaisir à entendre ce soir. Et également Céline Sanchez, qui va monter sur scène derrière moi, et qui est la déléguée générale de la fondation Crédit Agricole Picardie, dont nous allons parler assez largement également. Je voulais vous faire un petit point, avant de leur laisser la parole, quand même, rapidement, sur ce qu'est la philanthropie et le mécénat. Si on doit partir dans une définition assez simple de ces deux mots, on va partir du grec ancien, désolé, je ne vais pas faire un cours d'histoire ni un cours de langue, mais la philanthropie, finalement, qu'est-ce que c'est? Si on prend littéralement et étymologiquement le terme, c'est l'amour de l'humanité. La philanthropie, c'est une philosophie, c'est un art, finalement, une attitude générale de bienfaisance. Quand on parle de mécénat, on est plus dans la preuve. D'ailleurs, le terme mécénat vient du nom d'un Romain antique qui s'appelait Maecenas, et ce Romain antique était un protecteur des arts et des lettres à cette époque.
Et lui, il a donné vraiment des preuves en investissant, en soutenant matériellement des œuvres, des personnes, bref, un intérêt général. Donc, on a d'une part la preuve, le concret, d'autre part la philosophie, la posture. Mais enfin, le sens général, faut bien l'admettre, c'est quoi? C'est le versement d'un don en numéraire, c'est-à-dire financier, en nature, éventuellement des biens, ou en compétences. Alors, qu'est-ce que peut être finalement un don en compétences pour une entreprise? Je vais prendre un exemple très concret. La société ADECO a récemment mis à disposition de plusieurs associations et fondations ses salariés à titre gratuit pour que ces derniers soutiennent, je dirais à leur discrétion, des causes solidaires et environnementales. C'est comme ça qu'on a vu les salariés d'ADECO ramasser dans plusieurs forêts des déchets. C'est comme ça qu'on les a vus aussi d'ailleurs ramasser des déchets au bord de plages du littoral. Il est important aussi que ce versement de dons, ou ce legs également, un legs qui, je vous rappellerai tout à l'heure, est une sorte de testament finalement, hein, c'est-à-dire qu'on ne donne pas de son vivant, on donne à partir du moment où on est mort, et alors qu'un don, on le fait de son vivant. C'est que ce don, ce legs, soit réalisé pour un organisme ayant la volonté de soutenir une œuvre d'intérêt général. Et ce don, ce legs, tout ce don d'ailleurs, est déductible des impôts. On verra aussi le détail, mais il ouvre droit pour les donateurs, principalement, que ce soit les entreprises ou les particuliers, à certains avantages fiscaux que l'on détaillera ensuite. On va parler ce soir, vous allez voir, ensuite des fondations. Et il y a plusieurs types de fondations. Juste un petit chiffre d'abord, avant de rentrer dans le détail des différentes donations qui existent. Le chiffre, c'est 11,6 milliards. 11,6 milliards. C'est le niveau d'engagement des fondations en 2020. En 2020, ce chiffre est important. Il est d'autant plus important que lorsqu'on regarde en arrière depuis les années 2000, il n'a fait que croître année par année. Nonobstant les crises que nous avons pu traverser, ce chiffre a cru de manière exponentielle. Plusieurs types de fondations. La plus connue, c'est celle reconnue d'utilité publique, qui doit être bien évidemment une fondation qui a une activité non lucrative, hein, c'est-à-dire qu'on évite les formes juridiques SA, SAS, SARL, SCOP, bien évidemment. Elle doit être en gestion désintéressée, c'est-à-dire que sa propre activité ne doit pas être pour ses membres, mais bien évidemment à l'utilité d'une association ou d'une fondation, pardon, d'une cause qui lui est propre. Et enfin, une œuvre d'intérêt général dans les domaines de l'éducation, du sport, du social, de l'humanitaire ou du culturel. Si on regarde un petit peu la différence entre une fondation, finalement, et un fonds de dotation, eh bien, c'est assez simple. On commence généralement avec un fonds de dotation, c'est ce que la fondation Crédit Agricole Picardie a fait. On commence avec un fonds de dotation qui est beaucoup plus simple en fait à créer. Il se crée avec un montant minimum de 15 000 euros. La création est aussi très rapide, hein, puisque la création se fait à peu près sur un mois, hein, c'est une simple déclaration en préfecture, alors que la fondation, pour le coup, c'est un peu plus long. Ça nécessite 6 à 24 mois, il y a besoin d'une autorisation administrative, et le montant minimum pour créer cette fondation, c'est 1,5 million d'euros. Donc vous voyez, c'est deux braquets différents. Les fonds de dotation existent depuis 2008, et ils ont permis véritablement, on va dire, au milieu de la fondation, d'exposer et ensuite de pouvoir recueillir aussi beaucoup plus et davantage de fonds. S'agissant du financement maintenant, si on doit faire aussi différence entre le fonds de dotation et la fondation, ces deux structures peuvent recevoir bien évidemment des dons manuels, des legs, et bien évidemment aussi des donations, mais seule la fondation est éligible aux subventions publiques, c'est important de noter. Enfin, pour la gouvernance, plus simple dans un fonds de dotation avec 3 membres minimum et 9 à 15 membres obligatoires pour la fondation. S'agissant des obligations de déclaration, vous imaginez bien que pour une fondation, c'est un peu plus complexe, et donc les obligations comptables sont plus ardues. Enfin, je l'ai dit en préambule, hein, cette définition, un fonds de dotation peut devenir et peut se transformer en fondation à tout moment depuis la loi du 31 juillet 2014. Regardons maintenant un peu l'évolution de ces fondations, de ces fonds de dotation.
Une évolution qui, je vous l'avais dit également en introduction, est exponentielle, avec 2700 fondations en 2020 existantes en activité, 1950 fonds de dotation qui, eux, vous voyez sur la présentation, existent non pas depuis 2009, mais depuis 2008. 2009, c'est le premier recensement finalement des chiffres. Hein. Donc, vous avez une courbe qui s'est largement accélérée depuis cette création de fonds de dotation. Au global, on remarque une croissance annualisée d'à peu près plus 7% depuis 2000. Et donc, comme je le disais précédemment, c'est une croissance assez exponentielle. Petit point également sur les chiffres, et ça nous plaît bien ces chiffres-là, quand on voit que la majorité des donateurs, des entreprises, mécènes, pardon, donnent à 80% de leurs fonds dans des entreprises, dans des fondations ou des fonds de dotation régionaux. Ça veut dire que l'empreinte territoriale est extrêmement importante pour eux. Et ça nous va bien, nous, entreprises du territoire, impliquées également dans notre localité, au niveau national à 32% et au niveau international à 11%. Quand on regarde maintenant, et ça ne sera pas surprise pour vous, les milieux qui sont concernés par ces donations, le milieu social, culturel et dans l'éducation sont les trois milieux triptyques de privilèges, en fait, hein, en montant, je dirais, alors que la part des entreprises engagées sur le milieu du sport est beaucoup plus importante. C'est-à-dire que le nombre d'entreprises engagées sur le sport est plus important, alors qu'en montant, ce qui est bien de la guerre, on est davantage sur les milieux sociaux, culturels et éducatifs. Petit point de fiscalité, sans vous mettre la chape de plomb sur la tête, vous allez voir, elle est assez simplifiée, mais elle est aussi très intéressante. Avant de commencer, je voudrais simplement faire un rappel entre savoir ce qu'est la différence entre une déduction, une réduction et un crédit d'impôt. Une déduction d'impôt, vous déduisez, vous diminuez finalement votre revenu brut imposable. Une réduction d'impôt, vous diminuez votre impôt directement. Et enfin, le crédit d'impôt, c'est le Graal, c'est lorsque non seulement vous réduisez votre impôt, mais en plus, l'État peut vous reverser des fonds s'il y a un trop versé, ou une trop grosse déduction. Deux fiscalités, une fiscalité pour les particuliers, fiscalité notamment sur l'impôt sur le revenu, avec une réduction d'impôt égale à 66% de la somme donnée, dans la limite de 20% du revenu imposable. Je gagne 30 000 € par an. Clairement, je peux déduire maximum 6 000 € sur ce pan au niveau de ma fiscalité. Je voudrais aussi faire un point qui n'est pas noté au tableau, mais sachez qu'il existe aussi un don que vous connaissez peut-être tous, qui s'appelle le don Coluche, qui est un don qui permet d'avoir une réduction d'impôt de 75%, dans la limite toute nouvelle, de 1 000 €. Elle était de 552 € préalablement. Et ce don Coluche, hein, qui est prorogé aujourd'hui jusqu'au 31/12/2023 dans le cadre de la loi de finances 2022, est notamment indiqué pour les associations, fondations, fonds de dotation qui fournissent des repas aux personnes en difficulté. C'est le cas notamment de l'association très connue des Restos du Cœur. Non cumulable, mais qui existe également, c'est la possibilité de réduire son impôt sur la fortune immobilière. Je rappelle ici aussi que c'est le dernier moyen de réduire son impôt sur la fortune immobilière, hors plafonnement de l'impôt sur la fortune immobilière, mais en tous les cas, si vous voulez réduire aujourd'hui l'impôt sur la fortune immobilière, avant c'était l'ISF, il y avait plusieurs possibilités de le réduire. L'impôt sur la fortune immobilière, il n'en reste plus qu'un, c'est celui de la donation. Et donc, la donation, elle est limitée à 75% du montant, en déduction de l'IFI pour une tranche maximum de 50 000 €. Si on se passe du point de vue des entreprises maintenant, sur les entreprises, là, c'est un peu différent puisque les entreprises ne payent pas l'impôt sur le revenu. Les entreprises payent l'IS, et là, c'est la base imposable, le bénéfice imposable qui, lui, va être concerné. Et le bénéfice imposable, lui, sera diminué en tous les cas, le don qui sera réalisé dans le cadre du mécénat sera pris à hauteur de 60% de son montant en déduction d'IS, dans la limite de 0,5% du chiffre d'affaires. Je dois vous préciser également sur ce point que la loi de finances 2022 a instauré un nouveau plafond de réduction qui peut être intéressant pour les petites entreprises, les entreprises de taille plus petite,
qui ont un chiffre d'affaires maximum de 2 millions d'euros et qui peuvent, dans ce cadre-là, déduire 60% également du don dans le cadre d'un plafond de 10 000 euros par an ou 5% du chiffre d'affaires. C'est un tout petit peu plus important que les 0,5% du chiffre d'affaires pour les plus grandes entreprises. Parlons maintenant et enfin du cas des legs, puisque donner c'est bien, et éventuellement vous pouvez le faire à travers un testament. Un leg c'est un testament. C'est un testament qui vous permet de désigner finalement qui va bénéficier de vos biens à votre décès. Donc j'ai fait cette slide spécifiquement pour quand même mettre un petit point d'alerte, parce qu'on ne peut pas tout donner dans le cas d'une fondation, surtout si on a des enfants, et c'est même exclusivement dans le cas où on a des enfants, puisque si vous décidez de donner, il faut respecter ce qu'on appelle les réserves héréditaires, et ces réserves héréditaires, elles sont de moitié lorsque vous avez un enfant, de 2/3 lorsque vous avez 2 enfants, et de 3/4 lorsque vous avez 3 enfants. Ça veut dire quoi concrètement? Que vous avez une quotité disponible à chaque fois. Cette quotité disponible, c'est la quotité que vous pouvez allouer à un tiers ou à un autre enfant qui pourrait être alloué de manière plus importante que les autres. Mais en tous les cas, dans le cas d'une fondation, si vous avez un enfant, vous ne pouvez pas dépasser la moitié de votre patrimoine en donation ou en legs, principalement. Sinon, il pourrait y avoir ce qu'on appelle le mécanisme juridique, une atteinte à la réserve héréditaire qui pourrait être réclamée par les enfants. Raison pour laquelle, lorsque vous faites un testament pour une association, pour une fondation, eh bien, il faut le faire avec son notaire dans le cadre d'un acte authentique. Vous pouvez le faire aussi à travers un acte sous seing privé ou un testament, ce qu'on appelle holographe, mais c'est bien mieux de le faire, surtout si vous avez un patrimoine conséquent, de le faire à travers votre notaire. J'espère ne pas trop vous avoir assourdi avec mes histoires de fiscalité, mais enfin c'était important quand même de le rappeler. Je vais laisser maintenant la parole à Anne, qui va nous présenter l'association, la fondation plutôt des apprentis d'Auteuil. Bonjour à toutes et tous. Merci de nous accueillir ici. Je suis ravie d'être présente pour représenter la Fondation des apprentis d'Auteuil. Et moi, ce que je voulais vous témoigner dans la continuité de l'intervention de Benjamin Labbé tout à l'heure, c'est qu'on a vraiment noté à la Fondation une montée en puissance de la philanthropie. Du secteur de la philanthropie, je dirais je crois que les actifs des fondations ont été multipliés par 4, un peu plus de 4 en 20 ans. Et on a noté que nos projets aussi sont de plus en plus financés par ces outils, en complément d'autres outils sur lesquels je reviendrai un petit peu plus tard. Voilà, si je dirais qu'il y a vraiment la complémentarité des approches RSE et de la philanthropie permet aux entreprises de s'engager de façon globale et très cohérente pour l'intérêt général. Alors il se trouve que dans l'ADN de notre fondation, il y a vraiment la volonté de créer de la valeur pour et avec les jeunes qui restent acteurs de leur parcours. Et le petit film le souligne bien, c'est que nous, on les accompagne, mais ce sont eux qui choisissent, qui prennent notre place, qui se responsabilisent et qu'on va tout faire pour amener vers de l'autonomie. Deuxième point important, je tiens à souligner dans la création de valeur, c'est que on sollicite de plus en plus les partenariats et à la Fondation, on ne travaille pas dans notre coin de façon isolée. On veut partager les pratiques, on veut créer de la valeur en mutualisant et en décloisonnant les expériences. Donc, sur le territoire, on va beaucoup travailler avec les associations, on va travailler avec les partenaires entreprises, les fondations d'entreprise, les fondations crédit agricole, mais de façon très, très large. On veut vraiment être dans l'agilité et l'adaptation et on veut essayer les innovations. Voilà, en Picardie, dans la continuité du petit film, en Picardie, on est vraiment présent sur nos 5 métiers, avec un maillage territorial qui va être très serré. C'est ça qui va nous permettre une grande complémentarité de nos actions et qui va nous permettre d'être créateurs de valeur. Et peu à peu, de faire entrer dans le droit commun des dispositifs qui sont légitimes, qui sont aujourd'hui financés par des dispositifs, plutôt des financements privés ou des fonds propres, et qu'on va faire entrer dans le droit commun. Donc, voilà, pour vous laisser quelques chiffres de qui on est, ce que l'on est, ce qu'on représente, et un budget au niveau national qui est pour moitié financement privé, dont l'aide d'entreprise, fondation d'entreprise, fondation familiale, participation des familles, dont la philanthropie et le mécénat.
55% de financement public, c'est important pour nous de ne pas dépasser des financements publics au-delà de 55%, parce que ça ne nous permettrait plus d'être aussi agile et innovant et de pouvoir essaimer aussi facilement. Nous, ce que l'on veut, c'est être au plus près du besoin pour pouvoir s'adapter, pour pouvoir expérimenter, pour pouvoir déployer. Et voilà, c'est pour nous important de garder cette partie de financement privé relativement importante dans notre fonctionnement. Voilà, donc comme je vous le disais, en Picardie, on est présent sur tous les métiers que vous avez vus dans le film. Sur l'aide sociale à l'enfance, on est présent parce qu'on a 5 maisons d'enfants à caractère social, donc qui accueillent des enfants qui sont placés pour des raisons judiciaires. Sur l'éducation et la scolarité, on a une école et un collège, collège à Nogent, une école à Gotchard, qui ont plusieurs particularités. C'est qu'on y accueille des jeunes et des enfants qui sont en rupture, en difficulté scolaire ou sociale. Et ce que l'on veut, c'est, avec les équipes qui travaillent de façon vraiment transversale et en décloisonnant les savoirs, de mettre en place un projet éducatif qui sera porteur de sens. Je vais vous prendre l'exemple de l'école à Gotchard, qui met en place, grâce à des financements privés, qui met en place tous les vendredis une journée extraordinaire qui a vraiment à cœur de créer de la valeur. Pendant cette journée, une fois par semaine, qui est très appréciée des élèves, des enseignants, l'idée, c'est vraiment de prendre en compte les singularités de chaque enfant. On leur propose ce jour-là des modes d'apprentissage qui vont être complètement différents. Ils peuvent choisir du renforcement en maths, en français, des ateliers sport, des ateliers découvertes des mondes, sensibilisation de protection à la nature, par exemple, études des planètes, des ateliers de travail sur le langage, la posture, yoga, de l'écoute, le bien-être. Et ce sont les enfants qui vont choisir sur quel atelier ils veulent se positionner et sur lesquels nous, on va pouvoir les valoriser à travers une singularité qui leur est propre. Typiquement, ce genre de projet, on ne peut les mettre en place que grâce à des cofinancements d'entreprises, des fondations d'entreprises. La Fondation Crédit Agricole nous accompagne sur ce projet, également des particuliers. Voilà, ce qui est intéressant, c'est que c'est la multiplicité de types de financement qui nous permet de mettre en place ce projet. En Picardie, on est très présent également sur la formation professionnelle et l'insertion sociale et professionnelle, avec des accompagnements qui vont être personnalisés. Voilà, donc on a particulièrement l'atelier de la pierre d'angle à Saint-Maximin, qui est spécialisé dans la restauration du patrimoine avec des chantiers d'insertion pour des jeunes adultes très éloignés de l'emploi, des formations qui sont co-construites avec des entreprises qui recrutent, qu'on appelle des SCOLA. Je fais un petit focus sur ce dispositif qui est intéressant parce que c'est vraiment un dispositif qui va nous permettre de créer de la valeur localement. On va vraiment assurer la jonction entre le jeune qui est peu ou pas formé et l'entreprise. On va d'abord aller voir les entreprises pour savoir quels sont les besoins, métiers en tension, quels sont vos besoins. Et en face, charge à nous d'aller chercher des jeunes qui pourront répondre à ce besoin. On va accompagner les jeunes sur les savoir-être d'abord, et peu à peu les amener sur les savoir-faire, les amener sur l'apprentissage, et à aucun moment on va les lâcher. L'idée, c'est vraiment de garder le lien entre le jeune qui ne s'imagine pas une seconde pouvoir prétendre entrer dans cette entreprise, parce qu'il n'a pas les codes, il n'a pas les codes de l'entreprise, il n'a pas les savoir-être et encore moins les savoir-faire. Et on va l'aider petit à petit à reprendre confiance, à travailler sur tous ces sujets et peu à peu l'amener dans le monde de l'entreprise. Et on ne va pas les lâcher comme ça. Une fois que le jeune est dans l'entreprise, on va continuer à assurer ce lien et peu à peu lui donner sa pleine autonomie. Voilà, c'est des programmes qui fonctionnent très bien. On a un Scola Logistique qui fonctionne en ce moment avec Idée Logistique. On en a un qui fonctionne sur le transport de voyageurs. On en a un en cours sur les métiers de façadier avec la Fédération française du bâtiment et Constructis Hauts-de-France. Voilà, c'est des projets qui sont vraiment possibles à mettre en place grâce à des financements. On a des financements européens, on a des financements des pouvoirs publics, on a des financements d'entreprises, des fonds propres. Voilà, c'est vraiment
la diversité des financements qui nous permettent de travailler ces projets. Peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure avec Céline, le projet potentiel, qui est un projet du Aller Vert, qui a été cofinancé grâce à un financement de la Fondation du Crédit Agricole. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Dans les métiers qui étaient présentés dans le film, il y avait également l'accompagnement des familles, et dans lequel on propose en Picardie 2 maisons des familles à Amiens et à Montdidier, dans lesquelles on accueille des... Alors c'est vraiment des espaces de rencontre, pour créer du lien social, pour proposer une aide, une entraide active, dans laquelle nos équipes présentes vont accueillir, écouter, conseiller, selon les besoins et les souhaits, bien sûr, mais en tout cas ne pas faire à la place d'eux. C'est vraiment créer un cadre pour faciliter les échanges, de manière à ce que les familles puissent échanger et trouver les solutions. Voilà, j'ai le cas en tête d'une jeune femme qui est en situation monoparentale, qui arrive en très grande fragilité, décroche, très éloignée de l'emploi, au chômage depuis plus de 2 ans, et voilà, vraiment sans aucune confiance en elle, en grande difficulté avec son adolescent. Après s'être ressourcée à la maison des familles, avoir trouvé des clés, avoir retrouvé confiance, on l'a aidée, on l'a conseillée dans son projet professionnel. Aujourd'hui, en septembre, elle a créé son entreprise, elle est auto-entrepreneur dans la restauration, traiteur, et ça fonctionne. Et elle avait vraiment besoin d'un espace de parole et voilà, poser son sac à dos, reprendre confiance, qu'on l'écoute. Voilà, une équipe, des personnes à qui parler de son projet. Et aujourd'hui, ça y est, c'est elle maintenant qui, à la maison des familles, conseille, épaule, appuie les projets. Voilà, ça c'est vraiment nos métiers terrain, avec des dispositifs. Notre dernier champ d'action, très important, qui est transverse à ces métiers que je vous ai présentés, c'est vraiment le plaidoyer en faveur de la jeunesse. On prend publiquement la parole pour faire évoluer les regards, pour influer sur les décrets, sur les politiques publiques en faveur de la jeunesse, et on est très écouté. On est écouté parce qu'on a des décideurs qui viennent dans nos établissements, qui viennent voir comment ça se passe et qui viennent concrètement se rendre compte des résultats voilà, dans les établissements qui sont sur le territoire. Je vous ferai un petit focus peut-être sur les fondations familiales. Donc Benjamin a abordé ce sujet, des fondations de manière très générale. Moi, je vais faire un focus plus sur les fondations familiales. Dans les fondations familiales, les 3 structures, c'est la fondation en utilité publique, le fonds de dotation et la fondation abritée. Je vous parle de la fondation abritée parce que on a une spécificité à la fondation des apprentis d'Auteuil qui, à mon sens, fait notre valeur, notre force. C'est qu'on est l'une des rares fondations françaises à être à la fois une fondation opérante et une fondation abritante. La Fondation de France, qui abrite 400 et quelques fondations abritées, abrite et ensuite propose aux fondateurs d'aller financer des projets portés par différents porteurs de projets, petits et grands. Nous, on ne fait pas ça. Nous, on a nos propres projets partout en France, que ce soit des maisons des familles, que ce soit des scolas dont je vous ai parlé, que ce soit le projet potentiel dont on va peut-être parler tout à l'heure. On leur propose, selon l'objet de la fondation abritée, de leur fondation abritée, on leur propose d'aller financer ces projets. Ils n'ont pas une obligation d'aller financer les projets portés par la fondation des apprentis. Ils peuvent tout à fait aller financer d'autres projets, quels qu'ils soient, sur le sujet qui les intéresse. Ils ont toute l'attitude, mais le gros avantage de la fondation abritée, c'est que les fondateurs de ces fondations peuvent se focaliser toute leur énergie sur la réalisation de leurs projets, puisque tout ce qui est administratif, tout ce qui est gestion administrative, c'est assuré par nous, la Fondation des apprentis. Il y a une très grande rapidité et souplesse dans la création d'une fondation abritée. Il faut 3 mois à peu près. Enfin, en tout cas, chez nous, c'est entre 2 et 3 mois. Et aujourd'hui, nous, on a 26 fondations
qui soutiennent 211 de nos projets. Créer une fondation d'Abrité, c'est 40 000 euros, en tout cas chez nous, c'est 40 000 euros sur 5 ans. Voilà, 40 000 euros annuels sur 5 ans. Les fondateurs peuvent vraiment se dédier uniquement à l'objet de leur fondation. Voilà, je pense que la crise sanitaire, ce que j'aimerais sur ce sujet des fondations d'Abrité vraiment vous témoigner, c'est que je pense que la crise sanitaire a vraiment joué un rôle de déclencheur, de prise de conscience, peut-être d'accélérateur, hein, qui était déjà en germe depuis des années. Mais je trouve que en tout cas, dans les retours que l'on a des fondateurs de nos fondations d'Abrité, il y a vraiment envie de concrétiser, vraiment un besoin de transmission, une envie de construire un projet intergénérationnel qui va souder les familles, qui va leur donner une autre dimension, qui va aussi leur permettre de s'emparer des problématiques actuelles. Ça, c'est quelque chose qui revient très souvent. Alors, on a des donateurs qui, quand ils viennent chez nous pour créer une fondation d'Abrité, on est très précis de ce qu'ils souhaitent. Ils veulent vraiment soutenir les mineurs sur le territoire, ce qu'on appelle les LNA, les mineurs non accompagnés sur le territoire. D'autres ont envie de soutenir des projets créatifs, d'autres des projets autour de la médiation animale, par exemple. Voilà. Certains ont qu'une idée et on va les orienter en fonction des besoins. Ce qu'on a noté aussi, c'est qu'il y avait une explosion du nombre de créations de fondations abritées. Peut-être parce qu'aussi, je pense que le cadre juridique s'est assoupli avec les différents points. On en a parlé 2003, 2007. Voilà, non, je pense que c'est intéressant de souligner aussi, c'est que ce qui est intéressant dans les fondateurs dans nos fondations abritées, c'est qu'elles peuvent partager entre elles. On organise très régulièrement des journées des fondateurs. Donc, les fondations abritées se retrouvent tout au siège et peuvent partager. Donc il y a des retours d'expérience, il y a des échanges. Et ça, elles y sont extrêmement sensibles. Et Madame Anquier et sa famille viennent régulièrement dans nos établissements pour voir comment ça se passe, pour échanger avec les professionnels, pour rencontrer les jeunes et faire leur choix dans les projets qu'elles vont choisir de financer. Donc c'est un vrai lien de partenariat et un vrai lien d'échange. Merci Anne pour ces belles preuves. Enfin, je trouve que là, on est vraiment Bonsoir à toutes et tous. Je suis ravie de vous présenter donc, cette belle et jeune fondation d'entreprise Crédit Agricole de Picardie. Donc, je suis la déléguée générale. Grand plaisir. Et donc, en tout cas, vous allez vous faire votre propre opinion. J'espère que vous la trouverez belle. Elle est jeune, je vais vous en parler juste après. Donc, j'espère que vous partagez, en tout cas, moi, c'est ce que je ressens au quotidien en travaillant en tant que déléguée donc, à cette belle fondation. Et comme je vous disais, c'est aussi une jeune fondation puisqu'elle a vu le jour fin 2020 et comme il était précisé tout à l'heure, elle a succédé surtout à un fonds de dotation, le fonds de dotation de Picardie Mécénat et Solidarité qui a œuvré pendant plus de 10 ans sur le territoire. Donc ça veut dire qu'on n'a pas démarré de rien et qu'on a une véritable déjà expérience sur le mécénat. Et pourquoi le Crédit Agricole a souhaité justement développer et mettre fin quelque part à ce fonds de dotation pour créer une fondation d'entreprise? Eh bien, c'est justement pour faire rayonner les valeurs de responsabilité, de proximité et de solidarité qui étaient très fortes et de donner encore plus d'ampleur et plus de force justement à notre action sur le territoire. Et il est bon de préciser quand même que notre fondation d'entreprise a pour unique financeur, bien sûr, le Crédit Agricole de Picardie, ce qui donne aussi une action locale choisie. On a aujourd'hui, dans notre politique d'intervention, avec le conseil d'administration, nous sommes seuls maîtres des choix que nous opérons. Et du coup, comme nous connaissons finement le territoire, nous intervenons donc sur la Somme, l'Oise et la Seine-et-Marne. Ça nous permet d'avoir une véritable autonomie dans les projets que nous soutenons. Très rapidement, vous partagez ce baromètre qui est très récent, donc qui montre l'intérêt d'une fondation aussi comme levier en fait, un levier pour répondre aux enjeux humains, qu'ils soient en interne ou en externe. 96%, donc c'est quand même un fort pourcentage qui montre à quel point ça répond donc encore une fois tant auprès des associations que l'on aide que pour l'entreprise qui décide d'être en fondation. Ça améliore l'image et la réputation. Alors on n'avait pas besoin de ça, mais en tout cas on avait besoin de cette fondation pour avoir un porte-voix beaucoup plus fort.
Et puis, ça permet de développer l'ancrage territorial. Et là aussi, quand on passe d'un fonds de dotation à une fondation, pardon, c'est parce qu'on a cette volonté d'être beaucoup plus présent et d'agir encore plus sur le territoire. Et ça, c'est une conclusion en tout cas qui me paraît importante, c'est qu'une fondation est génératrice de fierté collective. Pourquoi fierté collective? D'abord pour les membres du conseil qui soutiennent, pour les salariés de l'entreprise qui peuvent parler de cette fondation, mais aussi pour les associations qui sont soutenues. Parce qu'une association soutenue par une fondation peut ensuite prendre un peu ça comme un faire-valoir et obtenir aussi d'autres financements. Alors, je vais passer très rapidement parce que vous l'avez vu dans le film. Aujourd'hui, nous avons pour vocation de soutenir 15 à 20 beaux projets par an et vous allez voir qu'au final, on en soutient un peu plus. On intervient sur des montants qui vont entre 10 000 et 100 000 euros. Ça aussi, ça dépend de la qualité du projet soutenu. Je vous en reparlerai juste après. Le projet, par exemple, de Chantilly, on va le soutenir sur 3 ans avec un budget conséquent. On souhaite bien sûr avoir un rayonnement local, puisqu'encore une fois, c'est la force de notre fondation d'être vraiment ancré sur le territoire, mais on a la possibilité, si on le souhaite, d'avoir un rayonnement national, puisqu'on a la chance de bénéficier au sein du groupe de 2 fondations, la Fondation Crédit Agricole Pays de France qui se focalise sur le patrimoine, et la Fondation Solidarité et Développement qui va plus être sur des projets d'économie sociale et solidaire, pour faire très très court. Donc voilà, la possibilité de co-mécéner ces projets. Alors, est-ce qu'on est la seule caisse? Alors, il y a des caisses régionales qui ont des fonds de dotation, il y a quelques caisses régionales qui ont développé leur fondation d'entreprise comme la nôtre, Nord-de-France par exemple ou autre, mais on fait partie des caisses régionales aujourd'hui. Il y a 39 caisses régionales, on est loin d'avoir 39 fondations. Par contre, il y a un vrai mouvement qui s'opère, comme il était dit précédemment, une vraie préoccupation. Et en revanche, on commence à être sérieusement bien repéré au niveau national. Voilà. Donc, jeune fondation, comme je vous le disais, fin 2020, et malgré tout, déjà, dès la première année, en 2021, on a lancé un premier appel à projet qui était sur le aller vers, mais cette fois sur l'insertion des jeunes dans l'emploi. Donc vous avez une belle photo de famille qui a permis de récompenser plusieurs projets. Et là, dernièrement, en octobre, dans cette même salle, on a pu accueillir les 9 lauréats du 2e appel à projet qui cette fois portait sur la lutte contre l'isolement, avec un prisme particulier sur le aller vers toujours, mais amener la santé vers les habitants, amener le numérique vers les habitants et amener la culture vers les habitants. Donc ça a été un véritable succès et on en est très fiers. Et puis, voilà, je ne vais pas pouvoir vous présenter ce soir, d'ailleurs j'ai prévu des petits dépliants si vous le souhaitez pour vous montrer ensuite l'ensemble des projets que l'on soutient. Mais c'était vraiment, encore une fois, comme le premier appel à projet, un vrai succès. Et ces appels à projet, basés aujourd'hui sur l'économie sociale et solidaire, nous permettent d'agir et d'augmenter aussi notre notoriété dans ce domaine qui est très très demandeur. Donc les critères d'éligibilité et en revanche ceux pour lesquels on ne fera pas un bout de chemin ensemble. Donc là aussi je vais passer très rapidement. Évidemment on soutient toutes les entités d'intérêt général. Notre vocation c'est d'être utile au plus grand nombre. Vous le verrez dans les projets, dans les détails que je vais vous présenter, il y a des projets qui s'adressent vraiment au plus grand nombre, mais ça ne nous empêche pas aussi de soutenir des plus petits projets si encore une fois on pense que ça répond à un besoin ou une innovation. Et on demande à ce qu'il y ait un rayonnement territorial. Alors, ça veut dire que certaines associations nous sollicitent alors que leur siège n'est pas forcément sur le territoire. Pour autant, leur champ d'action, leurs antennes sont basées sur notre territoire et auquel cas, nous pouvons au moins présenter les dossiers. Et donc, le conseil d'administration, bien sûr, est seul souverain dans ses décisions. Nous finançons des investissements matériels ou immatériels. En revanche, nous n'intervenons pas sur des lieux de culte en activité. Nous n'intervenons pas, bien sûr, sur des projets qui porteraient atteinte à la biodiversité ou à l'environnement. Et puis, surtout, parfois, on nous sollicite sur le soutien de spectacles. Tout ce qui est spectacle à vocation éphémère ne rentre pas dans le champ d'intervention de la Fondation. Alors, les axes d'intervention, notre président l'a cité dans le film. Donc, on a 4 axes, donc la cohésion sociale, la solidarité, l'innovation et la création, la valorisation du territoire et la santé et le bien-vivre.
Donc tout ce qui touche à la lutte contre l'exclusion, le décrochage scolaire, tout ce qui touche à l'insertion professionnelle et économique rentre dans cet axe. J'en veux pour preuve. Donc je me suis focalisée sur des projets principalement basés dans l'Oise, puisque nous sommes à Beauvais. Je vais pu vous parler d'autres projets, bien sûr. Sur OTEC, qui est une école de production qui a été lauréat l'année dernière de notre appel à projet sur l'insertion des jeunes dans l'emploi et qui permet à des jeunes en décrochage scolaire d'avoir une formation sur les métiers de la transformation des métaux. Et le point saillant en fait de ce dossier, c'est que ces jeunes qui donc apprennent un métier et travaillent réellement pour les entreprises. Ça veut dire que les entreprises passent directement commande auprès de cette école de production pour fournir des pièces. Donc là aussi, ça leur redonne confiance, vous le disiez tout à l'heure, c'est un facteur très important. Donc ça, c'est on va dire une grosse association. Ça ne nous a pas empêché aussi, par exemple dans cet appel à projet, de valoriser l'espace valois-mulsien, qui en fait souffre aujourd'hui d'un isolement à l'endroit où il se trouve et il n'a pas la possibilité d'offrir aux jeunes un service d'orientation et d'information. Donc une petite association qu'on a pu aider justement pour sortir un petit peu de l'isolement. Et Anne, si vous voulez bien très vite présenter le projet potentiel que la Fondation Crédit Agricole de Picardie a soutenu avec vous. Oui, le projet potentiel, c'est un projet très expérimental qu'on a mis en place il y a quelques mois, qui est d'inspirer de ce qu'on a fait ailleurs dans le sud de la France, à Marseille, d'Impact Jeunes en particulier. Et c'est vraiment le aller vers. On a ciblé les jeunes filles des quartiers prioritaires, quartiers sensibles, sur des métiers en tension, des métiers sur lesquels il y a une employabilité forte et qui sont traditionnellement genrés. La sidérurgie, par exemple. Donc voilà, on a mis en place, on a réussi à obtenir des cofinancements très nombreux, entreprises, fondations d'entreprises, philanthropie, donc mécénat, des particuliers, principalement. Et tous ces cofinancements nous ont permis d'investir dans 3 bus qui permettent à nos équipes d'aller dans les quartiers au contact de ces jeunes filles pour leur parler, pour les mettre en confiance, pour travailler peu à peu avec elles sur les savoir-être, les savoir-faire. Et peu à peu, alors voilà, c'est le processus, et peu à peu les emmener vers de l'insertion professionnelle sur ces métiers dits genrés et en tension, sur lesquels il y a du recrutement. Mais voilà, c'est un processus qui est long, qui se fait sur plusieurs mois et qui commence à porter ses fruits maintenant, parce qu'on est déjà au 2e étage de la fusée. Donc, premier étage, c'est vraiment les bus qui vont le aller vers pour aller au contact de ces jeunes filles dans le quartier. Donc là, on est du collectif. 2e étage de la fusée sur lequel on entre tout doucement là, ce qui est commencer à travailler avec ces jeunes filles sur des savoir-être, les codes de l'entreprise, comment on se comporte, voilà, des savoir-être sur lesquels elles ne sont absolument pas conscientes et positionnées. Là, c'est sur du collectif, et dans les mois qui viennent, on ira plus sur de l'individuel, l'accompagnement individuel, qui est vraiment de la formation professionnelle pour peu à peu les amener sur un métier et l'apprentissage. Merci beaucoup. En tout cas, encore un élément de fierté. Toujours dans cet axe, ce premier axe, donc des jeunes aussi, donc avec Unicité, on avait fait toute une opération en Seine-et-Marne avec eux sur un autre domaine, mais là en l'occurrence pour la Somme et l'Oise, eh bien ça va être 30 jeunes en service civique qui vont aller former des seniors ou des personnes éloignées à l'autonomie numérique. Donc là aussi un projet intergénérationnel qui a tout son sens, donc sur les communes de l'Oise et de la Somme. Et enfin, j'en termine pour cet axe avec l'association Amélie, qui en fait distribue des colis alimentaires et d'hygiène à des étudiants qui se sentent tellement en précarité qu'ils ont presque honte, enfin c'est pas presque, ils ont honte d'aller vers des structures pour demander de l'aide. Et du coup, en fait, cette association vient directement vers ces étudiants pour leur amener donc ces colis, mais pas que. Elle propose aussi un accompagnement à travers des ateliers de motivation, de trouver des entreprises, des jobs d'été et de travailler les CV. Donc cette association intervient bien sûr sur les campus universitaires d'Amiens, puisque c'est l'université Picardie-Jules Verne, mais également dans l'Oise.
Deuxième axe d'intervention sur l'innovation et la création. Je vais aller très vite sur ce beau projet de Chantilly qui, en fait, comme il était dit par Daisy Copeau dans le film, permet d'étudier quelque part le microbiote du sol de la forêt de Chantilly qui est en train de, comme beaucoup de forêts, de se mourir. Et donc, en fait, avec 40 ingénieurs de l'INRAE, il y a tout un travail qui va être fait pour étudier la relation entre le sol et l'arbre. Et ce projet, en fait, la Fondation est très fière, donc on a l'inauguration la semaine prochaine, de le soutenir sur 3 ans, parce que là aussi, on est dans l'innovation et la recherche et que ça prend plus de temps. Autre projet, donc, sur la construction d'un rucher école et d'un parcours de biodiversité. Alors, je vous ai pris cet exemple, il est sur Amiens, donc pas très loin de Beauvais, mais donc, qui est en fait un rucher avec, pour la première fois, un rucher école avec des abeilles qu'on appelle des VHS. Alors, ne me demandez plus trop ce que ça voulait dire VHS, mais en tout cas, ce sont des abeilles qui permettent de lutter contre le virus Varroa, qui est responsable de 90% de la mortalité des essaims. Donc, une vraie utilité sur la biodiversité avec tout un parcours qui va être mis en place. Et enfin, très récemment, la Fondation a souhaité être membre fondateur du fonds de dotation, du fonds de dotation du CHU Picardie, tout simplement pour être au cœur des projets de recherche, bien sûr, sur la santé, mais aussi pour s'impliquer dans l'offre globale des soins et comment aujourd'hui on améliore le service auprès des personnes hospitalisées. En ce qui concerne la valorisation du patrimoine, donc le domaine de Chaly, alors voilà, avec un conservatoire sur une roseraie sauvage qui explique entre autres dans un parcours de pédagogie comment aujourd'hui les roses que l'on connaît, d'où elles viennent, etc. Une association amiénoise, mais encore une fois, j'aurais pu vous en citer sur d'autres départements, mais qui a permis la sauvegarde d'un patrimoine industriel, puisque la ville d'Amiens était très réputée pour son textile. Donc, grâce à l'investissement que l'on fait pour en fait, donner un cylindre en fait, qui va permettre une taille douce, sans rentrer dans les détails, qui va permettre à nouveau de produire des toiles de Jouy. Donc, ils sont en train de travailler sur des modèles avec les col boules, etc. Donc, ils vont pouvoir créer de nouveaux tissus. Et le but aussi, grâce à notre intervention pour soutenir ce projet de patrimoine industriel, eh bien, ça va permettre de créer un emploi, surtout un emploi pour maintenir cette activité et au final créer une activité économique à nouveau avec ces nouvelles toiles. Et puis, sur le territoire de l'Oise, les étudiants en école d'architecture, les étudiants en école d'architecture sur le patrimoine sont venus passer quelques mois à Clermont-de-Loise, justement, pour étudier des projets de restauration de quelques bâtiments. Par exemple, moi, j'étais très surprise d'apprendre qu'il y avait un collège à Clermont-de-Loise qui a été sauvé de la destruction et qui, en fait, représentait un véritable intérêt pour eux. C'est-à-dire que c'était la première fois maintenant, en tant qu'architecte du patrimoine, qu'ils avaient à travailler sur des matériaux récents et non pas des vieilles pierres. Donc voilà, tout ça évolue. C'était une autre façon aussi de soutenir le patrimoine. Et enfin, sur la santé et le bien vivre, alors je suis allée un peu vite, hein, mais ce qui concerne vraiment tout ce qui est déserts médicaux, la culture pour tous, très important pour nous, la protection des personnes vulnérables par exemple. Pour illustrer ce propos, ça va faire 2 ans, donc vous voyez, la Fondation a 2 ans, et bien ça fait 2 ans qu'on a décidé de soutenir l'orchestre de Picardie à l'hôpital, qui au-delà des concerts qu'ils donnent au sein même de l'hôpital, font également des expérimentations de musicothérapie pour des personnes qui sont hospitalisées pour la chirurgie en obésité. On s'est rendu compte qu'il y avait un effet des notes sur justement ce type de malade, par exemple. Encore une fois, je ne vais pas rentrer dans le détail. Le deuxième appel à projet, qui a vu le jour donc, cette année et qui était encore une fois sur la lutte contre l'isolement, récompenser la DMR de l'Oise qui va lancer un centre de santé associatif. Et c'est là où il y a une innovation. Ce n'est pas un centre médical classique, c'est vraiment une association qui a décidé de se prendre en main et de lancer, donc justement, de permettre à ces habitants qui sont isolés et pour lesquels il y a un désert médical, en tout cas une offre médicale bien inférieure à la moyenne, de se prendre en charge et d'offrir directement à ces habitants une offre de santé, aussi bien en présence qu'en télémédecine.
Et enfin, un challenge, par exemple, auquel on a été sollicité sur Compiègne pour justement mettre en avant le bien vieillir et la bienveillance, qui a réuni donc des personnes qui sont aujourd'hui dans des EHPAD, des personnes handicapées et des enfants dans des clubs sportifs tout à fait vaillants. Et toutes ces personnes, en fait, ont réalisé différents parcours pour montrer qu'ensemble, on pouvait bien vieillir et surtout amener à la tolérance. J'en termine pour vous présenter juste quelques chiffres très rapides sur la Fondation. Depuis sa création, nous avons soutenu 45 projets sur nos 3 départements, bien évidemment, avec une volonté d'équilibrer ces projets sur nos 3 départements, dont vous le voyez par la répartition. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire, et pour l'instant, on s'en sort plutôt bien, aussi bien en volume qu'en valeur. Et voilà, depuis le lancement de la Fondation, c'est déjà donc ces projets qui ont été soutenus pour un montant d'1,2 million de dotations accordées. Donc, si vous connaissez des associations, si vous-même êtes intéressé, vous pouvez retrouver l'ensemble de tout ce que je vous ai présenté sur cette adresse internet, et aussi nous contacter évidemment par mail, parce que aujourd'hui nous commençons à être bien connus et reconnus, et ça c'est vraiment très très appréciable, et on est surtout à l'écoute de tous les projets qui peuvent faire rayonner donc les 4 axes que je viens de vous présenter. Voilà, je vous remercie beaucoup.